Bonjour à tous et bienvenue dans la Nuit des Créas. La Nuit des Créas, c'est le podcast où on échange, on parle médias, on parle culture et on vient à la rencontre de créatifs ou de personnes qui opèrent dans le domaine des médias. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle émission, pour ce nouveau podcast, je reçois David Bonhomme. David, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Je suis content de te recevoir aujourd'hui. Bah ouais, moi aussi je suis content d'être là, chaudement, mais je suis content d'être là. Je t'ai expliqué la Nuit des Créas, je t'ai dit non, il faut qu'on soit dans une atmosphère tardive, où voilà, on échange ensemble. C'est ça, on est chaud en tout cas. Ok, alors pour ceux qui ne te connaissent pas, moi je te connais, mais est-ce que tu peux te présenter, te dire un peu ce que tu fais, pour que les personnes qui nous suivent puissent savoir qui j'ai en face de moi aujourd'hui. Eh ben, je suis David Bonhomme, Maria-Hélène Bonhomme, on a 4 enfants. J'ai 37 ans et ça fait... j'ai toujours été entrepreneur. Et donc, j'ai monté l'agence Progressif Média à l'âge de 20 ans. D'accord. Et donc, vraiment, ma passion... moi, je suis fils de pasteur au début et je voulais aider mon père à mieux communiquer. Et je le voyais frustré. Lui faisait partie d'un réseau d'églises américains. Mmh. Et du coup, il a implanté une église. Et l'été, on allait là-bas. Et en fait, moi, il y avait 50 personnes à tout casser dans l'église, 30 à 50 personnes. Et j'avais pas de copains chrétiens. Donc moi, j'ai jusqu'à mes 18 ans, donc des petites églises. Mais quand on allait aux États-Unis, c'est des églises de 15 000 membres, tu vois. C'était énorme. Le groupe de jeunes, les camps de jeunesse, il y avait 500 personnes. J'étais dans un autre monde. Et je voyais mon père frustré. Il revenait, il disait... Il y avait deux mondes différents. Deux mondes, quoi. Et moi, je me disais, même Dieu, deux mondes, tu vois, genre, je comprenais pas. Et en fait, à 18-19 ans, j'ai eu un flash en regardant Hillsong United. Okay. À l'époque, c'était des CD, et il y avait des DVD. Et en fait, tu avais le DVD des clips, et puis tu avais un DVD documentaire. D'accord. Donc moi, je découvre Hillsong, donc déjà, je dis, wow, c'est incroyable et tout, c'est jeune, c'est fou. Et je mets le DVD documentaire et c'est l'histoire de ce groupe de jeunes United. C'est quoi l'histoire ? C'était un documentaire ? Ouais, un petit documentaire. Et en fait, ça commence par le tout début. Et je vois, ils sont 20 et ils mangent des pizzas, ils font des trucs nuls comme nous, en fait. Et là, on venait de déménager dans une nouvelle église. Mon père avait repris une église un peu plus installée. Là, il y avait 300 membres. Il y avait déjà 15-20 jeunes. Donc, première fois que j'ai des copains chrétiens, tu vois. Et en fait, ce documentaire, en fait, ça me flash parce que c'était le début d'année. On vient d'arriver. Et j'ai assisté à 2-3 groupes de jeunes, tu vois. Et en fait, j'avais l'impression de voir les mêmes débuts. Et je me suis dit, si c'est possible pour eux, c'est aussi possible pour nous. Et donc, à partir de là, je finis ma terminale et j'ai un flash, il faut que je fasse de la com. Et donc, ce que je veux faire, c'est de la com pour aider mon père à faire en sorte que l'église communique mieux, grandisse. Et Hillsong, c'était vraiment les pionniers là-dedans à rendre une église compréhensible. Et je crois qu'à l'époque, le défi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu différent, mais à l'époque, c'était vraiment une église qui ne sait pas communiquer avec le monde. Donc, j'ai monté l'agence avec Thomas, mon associé. Et donc, on est passé d'une boîte de 160 € à, sur la fin, on faisait 4,7 millions. Enfin, c'est devenu énorme, quoi, avec une cinquantaine de salariés. Donc ça, c'est rapidement, longuement, l'histoire longue. Et l'autre projet que j'ai lancé il y a une dizaine d'années avec ma femme, c'est les Fabuleuses au foyer. C'est une communauté de mamans. Tu sais, j'en parle souvent quand je fais des formations. Je donne souvent l'exemple... Quand j'identifie les communautés, je parle des Fabuleuses. Ouais. C'est une sacrée communauté. Dernièrement, j'ai fait un calcul. Combien de personnes, combien de mamans s'étaient inscrites ? On a donc un mail du matin. Et c'est 420 000 qui se sont inscrits. C'est à peu près 8% des mamans françaises qui sont passées par les Fabuleuses. C'est vraiment gros. On a plus de 12 000 mamans qui ont passé qui ont suivi la formation payante. L'année dernière, on a fait plus de 2 millions de chiffres d'affaires sur cette communauté. Je fais exprès de dire des noms, des chiffres, parce que souvent, si je dis Fabuleuse au foyer, on a l'impression que c'est un petit compte Insta de maman. Non, en fait, c'est vraiment... En gros, on a réussi, et au fil du temps, bien sûr, mais à vraiment créer comme une école. C'est une école hybride, donc il y a du digital, on fait des événements. Là, on va faire un festival. Il y a toute une équipe, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui travaillent avec nous, dont à peu près une dizaine de salariés.
Donc voilà, ça c'est les 2 casquettes que j'ai. Et pour finir, l'agence progressive, j'ai passé la main il y a bientôt 2 ans. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, il y a des nouvelles choses qui s'ouvrent, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Parler également. Et puis il y a ta vie familiale. Tu as 4 enfants. Ouais, des jumeaux de 12 ans qui vont avoir 13. Ça y est, c'est des ados quoi maintenant. Et une petite fille de 5 ans et une petite fille de 4 ans. Wow. Et justement, je vais en parler. Alors, c'est intéressant parce que tu parles déjà cette double confrontation, cette double vision entre le monde anglophone et le monde francophone. Parce que vous tous qui nous suivez, vous voyez, des fois, on disait souvent à l'époque, regarde aux États-Unis, ils ont 10 ans d'avance. Ouais. Regarde ce qui se passe dans le monde anglophone, ils ont 10 ans d'avance. Je pense qu'aujourd'hui, là, avec Internet, les réseaux, etc., ça s'est réduit. Aujourd'hui, quelque chose qui se passe, tu le vois. Mais tu sais, moi, c'était aussi ce qui m'a fait servir pleinement dans le ministère. C'est quand j'ai vu les églises là-bas, l'impact que ça avait. Et en fait, c'est à la mode. En fait, tu te sens impliqué dans une église de plusieurs membres. T'es pas gêné, en fait. Tu vois, tu te dis pas, non, mais non, on a notre petit groupe de jeunes, on a notre petite église, notre petit studio. Tu dis, mais en fait, c'est possible de faire ça dans le monde francophone. Grave. Après, comme tu dis, maintenant, ça a changé. On voit ICC. Moi, il y a quelques années, j'ai eu 2 flashs qui m'ont dit, peut-être le vent tourne. Je rencontre le fondateur de YouVersion Live Church, Bobby Greenwald, je crois comme ça. C'est ça. Et je crois que je dis à Blaise, je vais rencontrer ce que je sais qu'ils se connaissent. Donc Blaise, il dit, bon, tu lui passeras le bonjour. Et donc je vais voir Bobby, c'était à Kuala Lumpur, c'était un de mes clients qui fait une conférence annuelle. Je vais lui parler, puis il me dit, Blaise, oui, c'est. Mais c'est incroyable ce qu'ils font. C'est eux qui ont vraiment le mieux compris le modèle. Ils sont en train de... Blaise, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des pasteurs qui a, dans une église, c'est l'Impact Centre Chrétien. Qui a initié le côté en ligne. Et après, du coup, son retour m'avait étonné. Et quand je regardais les chiffres de ICC, en fait, parfois les scores sont mieux que les Américains en termes d'audience, d'impact et tout. Moi, je crois que en France, on a eu la chance avec Eric Sellery qui a vraiment ouvert la voie et qui a été créatif. Il n'a pas copié les Américains, il a été créatif par le digital. Il a fait sa place dans le marché international des leaders innovants. Et je pense que, en effet, ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des leaders américains et de me dire, en fait, on a vraiment moyen, quoi. Il faut pas qu'on aille sur leur terrain à eux, mais on a notre propre créativité à aller chercher. Non, ça t'ouvre les yeux et ça te montre que c'est possible, en fait. Bah ouais. Ça montre que c'est possible en tant que tel. Mais du coup, sur ton parcours, donc là, t'as 20 ans, quand tu crées ta première boîte, tu te dis, OK, c'est possible. Mais tu commences par quoi? On commence par quoi? Quand on est en France, t'étais dans le sud déjà à l'époque? Non, je suis à Strasbourg, je suis en Alsace. Alors, déjà, ce qui se passe, c'est que j'aurais aimé dire que j'ai une méga vision et tout. Mais en fait, ma motivation, déjà, c'est je veux quitter la maison. Tu vois, j'ai fait 2 ans, je fais un DUT. J'avais un petit studio d'étudiants. Et là, je me retrouve chez mes parents, je passe l'été chez mes parents et je veux pas rester chez mes parents, tu vois. Je veux ma liberté. Donc, j'essaye d'appeler pour trouver de l'emploi. Et là, en fait, on me raccroche au nez, jusqu'à qu'il y en a un qui me dit c'est quoi votre expérience? Et je dis, en fait, je sors d'études. Et il rigole. Il dit, monsieur, vous y arriverez jamais. Et là, en fait, il m'a mis la colère. Donc, je me suis dit, OK, tu crois que je vais pas y arriver? Et donc, je me suis lancé, et ça a commencé, quand je dis me lancer, c'est quoi? C'est que, déjà, à l'époque, il n'y a pas Facebook, pas YouTube. Moi, j'ai pas d'école de commerce ou quoi. Donc, l'entrepreneuriat, je disais même pas que j'étais entrepreneur, je disais que j'étais graphiste. Et donc là, ça commence par quoi? C'est en fait, il y a un kebab où je vais tout le temps manger et je dis, est-ce que tu veux que je refasse le menu? Il dit, ouais, vas-y, 50 balles. Après, le visuel graphique du menu, je vais l'imprimer. Après, il y avait de... DJ Kim. C'était un afro qui faisait des DJ de mariage, tu vois. Il me fait faire sa carte de visite. 15 balles. Allez, je lui fais le design. Et ça a commencé comme ça. J'étais à mort de faim. Moi, je voulais vite partir de la maison. Donc, j'ai mangé. Et puis, j'avais aucune référence autour de moi. Et je me souviens, il y avait une seule graphiste dans l'église. Elle avait, moi, j'avais 20 ans. Elle devait déjà avoir peut-être 30, 35, tu vois. Et je lui dis, voilà, j'ai cette idée. Et je commence à sentir que j'aimerais bien travailler pour l'église. Tu vois, faire des projets d'église, graphiste pour l'église. Je lui montre, c'est génial. On pourrait faire ça en France et tout. Et elle me dit, impossible, tu n'arriveras jamais à faire des projets dans le milieu chrétien, jamais les gens te payeront, il n'y a pas d'argent. Je me souviens de sa phrase. Et en fait, le premier à m'avoir fait confiance,
je tiens à le dire parce que bravo à lui, c'est Matt Marvan. Ok. Et en fait, ce qui se passe, je tiens à le dire Donc aussi. Marvan, il fait de la musique aujourd'hui. À l'époque. Maintenant, il est pasteur. Ok. Mais à l'époque, il a implanté une église à Lyon. D'accord. À l'époque, il faisait de la louange. Et en fait, ce qui s'est passé, ça, c'est quand même important de le dire, parce que je tiens aussi à le dire aux créatifs ou aux porteurs de projets. C'est que moi, pendant mes 2 années d'études, j'étais impliqué à 400% dans le groupe de jeunes. Donc, tout ce que j'apprenais, je le mettais en pratique. Donc, j'avais déjà un beau book. Et à côté de ça, avec Thomas, on avait monté un site qui, à l'époque, s'appelait Jeune ADSL, qui est devenu la partie jeune du Top Chrétien. D'accord. Et en fait, bénévolement, en fait, on faisait des designs, j'interrogeais des artistes. Et en fait, ma technique pour me faire repérer, mais à l'époque, il n'y avait même pas d'idée business. C'est qu'en fait, j'appelais un artiste, je faisais un fond d'écran. Et ça me paraît tellement une autre époque. Un fond d'écran sur un artiste. Je prenais une phrase de sa chanson. Je faisais un design. Je lui envoyais. Je lui disais, ouais, c'est génial ce que vous faites et tout. Et du coup, je peux faire une interview. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord de me mettre à disposition une chanson? Donc, je devais le mettre en MP3. C'était avant Spotify. Et en fait, quand je me suis mis en mode business, j'ai rappelé tous ces gens-là. Et donc, Matt Marvan, c'était un des gars que j'avais interrogé. Après, Seb Demré, je l'ai appelé. Je dis, est-ce que tu veux, je peux faire quelque chose? Et au début, j'ai commencé comme ça. Et ensuite, au bout de 3 mois, premier contrat, site internet, 500 € avec Matt Marvan. Et du coup, j'ai des ailes et je dis, c'est bon, je prends un appart avec Thomas. Donc, on va, j'essaie de convaincre c'était un architecte, non, c'était un médecin. Et il nous dit OK pour l'appart. Je lui montre le contrat de 500 €. Je dis, ouais, c'est le business, il tourne et tout. Il nous fait confiance. Et voilà, c'est comme ça que ça commence. Et c'est incroyable. J'ai l'impression que l'une des clés là, que je vois sur ton démarrage, c'est vraiment le fait d'être au service des autres. Ouais. C'est-à-dire que tu as détecté un talent, tu as commencé par exemple, avec le graphiste, c'était peut-être ta porte d'entrée. Moi, j'ai commencé monteur vidéo, tu vois. Donc, le graphiste est ta porte d'entrée, tu as tapé à toutes les portes pour être au service d'eux. Et c'est ça qu'un peu qui a... Est-ce que ça t'a donné plus confiance? Est-ce que ça t'a permis de te dire, est-ce que le fait de voir que tu signes des contrats, tu dis, OK, j'ai la vision, OK, j'ai le Seigneur avec moi, je prie, et puis je développe, parce que certains se disent, mais en fait, peut-être je dois faire des formations d'entrepreneurs libres pour pouvoir commencer et tout. Toi, j'ai l'impression que tu as commencé avec la casquette de, et moi, j'ai ce talent-là, je veux servir les gens, en fait. En fait, moi, je ne savais même pas ce que c'est un entrepreneur. Donc, en fait, moi, j'étais graphiste et je disais, qui c'est qui a besoin de graphisme? Et je suis allé voir tous ceux qui avaient besoin de graphisme. Et puis, en fait, moi j'ai remarqué, quand je comparais avec les amis d'études, moi, pendant les 2 ans, tout ce que j'apprenais, je le mettais en pratique dans l'église. Dans l'église, dans le groupe de jeunes. Donc, je faisais des flyers, on avait un site internet. Il y avait personne qui allait sur internet à l'époque, mais j'avais envie de faire un site internet. J'essayais de faire des photos. Et en fait, même si les gens comprenaient pas parce que c'était les débuts, mais en fait, quand j'ai fini mes études, les gens, ils avaient fait peut-être 10 cas pratiques, et j'en avais fait 100. Donc, en termes de confiance, en fait, le métier, moi, je l'avais pratiqué, je l'avais pensé. Et en fait, en gros, c'est pour ça que l'église, c'est un lieu incroyable de test quand tu es un étudiant. C'est qu'en fait, du coup, après, et j'ai eu l'église, plus ce projet gratuit. Donc, quand j'ai commencé à travailler, en fait, j'avais déjà peut-être 300 créations en dehors des études. Moi, quand je vois les CV des étudiants, à l'époque, j'ai recruté plus de 100 personnes à la boîte, donc et j'ai dû voir des centaines de CV. Première question, qu'est-ce que tu as fait en dehors des études? Pas grand-chose. Ils te disent rien. Oui, une petite association, vas-y, montre-moi. Et ensuite, après, souvent, ils te montrent 2 créas. T'as mis combien de temps à faire ça? 3 mois. Chez moi, tu auras 2 heures. Donc, c'est chaud, quoi. Tu vois? Donc, en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de projet à côté, mais c'est mort. En fait, pour moi, c'est juste, t'es pas motivé, t'aimes pas ton métier. Donc, ça sert même pas. Donc, en gros... On va dire que l'église, c'est un peu le centre de formation. C'est un super lieu. Tu peux lancer tes drafts, t'exercer, parce que t'as une conférence, t'as une veillée, t'as Pâques, t'as Noël, t'as un séminaire. Et... Puis après, l'église, il y a les associations, club de rugby. Moi, mes garçons sont dans un club de rugby. En fait, je vois plein de designs passer. Alors maintenant, c'est facile avec Canva et tout. Mais à l'époque, c'était vraiment, je passais 3-4 heures dessus. Il n'y avait pas les ressources à disposition. Donc, c'était vraiment, je me donnais à fond. Mais tu vois, club de rugby, il y a plein de designs qui passent. En fait, tu peux aller dans des clubs sportifs, associatifs. Non, il y a tellement de lieux où les gens, ils attendent qu'une chose, qu'il y a un jeune en communication, en créativité qui bosse. Ouais. En tout cas, je vois vraiment ce côté débrouillardise et je vais taper à toutes les portes. Et je pense que c'est
aussi, quand tu entreprends, c'est une qualité que tu dois avoir parce que les portes, on te les ouvre pas comme ça. Non, on croit que... Non, il n'y a personne qui t'ouvre les portes. En fait, il faut se battre. Il faut se battre. Et comment tu équilibres ce côté ok, je suis fils de pasteur, j'ai grandi dans l'église, donc je sais qu'il y a un côté qui est spirituel, mais en même temps, on est dans ce monde ici-bas, donc il y a des clés que là, il y a pas, on s'en moque de ta confession, de ta croyance ou autre, pour pouvoir débloquer. Comment tu arrives à justement, comment tu faisais ce juste équilibre-là? Parce que quand tu as commencé Progressive Media, ça a commencé à marcher et tu as commencé à router, ça a commencé à grandir. Comment tu trouves ce juste milieu-là? Comment tu opères avec ces deux facteurs? J'ai lutté, en fait. Je savais pas trop en termes de leadership, tu vois, mélanger. Donc, par exemple, je priais pas dans l'entreprise avec les salariés. J'essayais vraiment de dire, en fait, non, c'est une boîte ici. J'essayais de... Après, tu vois... T'as joué la carte de la segmentation. C'est-à-dire que tu avais les groupes de jeunes, le ministère, et tu avais le séculier. Et après, les gens, au début, c'était que des chrétiens dans la boîte. Et il y avait quand même... Je parlais beaucoup de vision, moi. On est là pour... Au bout d'un moment, la vision que j'avais réussi, je sentais, c'était changer le regard des gens sur Dieu et sur l'Église. D'accord. Donc, on est là pour faire ça. Mais extérieurement, c'était pas une entreprise chrétienne. Okay. C'est vraiment beaucoup plus tard qu'on a commencé vraiment à assumer ce positionnement-là. Mais je n'étais pas le leader spirituel. J'étais le leader entreprise. Mais je sais pas comment dire. En fait, moi, il y a un phénomène, c'est que la réalité, elle te rattrape tout de suite. Il faut manger. T'as plus de pont derrière. Moi, j'ai pas eu de chômage. Mes parents m'ont pas filé d'argent. J'ai eu ma mamie qui m'a offert un ordinateur. Moi, j'étais pour mes études. Mais à part ça, les 160 €, je pense que c'était parce que c'était la CAF qui était tombée, ou je sais pas. Mais je veux dire... C'est la somme de départ. Mais commencer. Ouais, 160 balles. Donc, en fait, là, il n'y a pas de spirituel ou quoi. Il faut manger. Donc, en fait, tu signes. Et puis, après, je suis resté dans ce mode, il faut manger. Et donc, il faut signer. Voilà, c'est tout. Ok. Tu sais, il n'y a pas de plan sur la comète plus compliqué que ça, en fait. Ouais, tu sais, j'ai appliqué les lois pour que mon entreprise fonctionne. Oui, que je mange. Ok, très bien. Et donc, du coup, moi, pour raconter un peu l'anecdote, moi, tu sais, j'ai découvert sur Internet. Je crois que j'étais sur Facebook à l'époque et je sais pas si c'était la pub sponsorisant encore à l'époque. Je sais pas. En tout cas, il y avait une publication. Et je voyais quelqu'un qui parlait mentorat, qui parlait leadership et tout. Et je me disais, mais ça se rapproche typiquement d'un peu les enseignements que j'entends le dimanche et tout. Et puis, je voyais écrit Progressive Media. Et puis, je voyais vraiment le côté... En tout cas, moi, quand j'ai découvert, il y avait vraiment le côté, on est là pour changer le monde. Et en fait, il y avait un mindset que j'ai tout de suite capté. Et moi, je me rappelle, j'étais en Angleterre, j'avais peut-être 24 ans. Quand j'ai découvert, j'étais en Angleterre, j'avais 24 ans. Et en voyant ce que tu faisais, je me suis dit, purée, c'est ça que je veux faire, en fait. Trop bien. Tu vois, je me disais, mais purée, c'est ça que je veux faire. Et je l'avais pas encore vu. Je l'ai vu de loin dans le monde anglophone, mais je voyais, encore une fois, je reviens à la discussion du début, en fait, quand tu vois quelqu'un en France chez toi qui le fait, tu te dis, mais purée, c'est possible. Et c'est comme ça que, dans les quelques mois après, je suis venu chez toi en formation. Je sais pas si tu te rappelles, c'était à Bordeaux, dans vos locaux. Des beaux on l'avait fait sur 2 ou 3 jours, je crois, un bootcamp. C'était trop bien. Communication. C'était un progressif. Je crois qu'on a vraiment ouvert un sillon, quoi, à 2 niveaux. C'est à la fois dans le monde de la communication et à la fois dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a eu très peu d'entreprises comme ça. Après, il y a plein d'entreprises qui ont été créées, mais nous, dans avec ce côté très... on n'a pas renoncé à changer le monde. C'était ça, notre slogan. C'était assez... Maintenant, aujourd'hui, tout le monde veut changer le monde. Tu sais, c'est devenu les entreprises à mission et tout. Donc, en fait, le fait d'en parler maintenant, d'utiliser ce wording... Ça a l'air commun, mais à l'époque, c'était une révolution. Mais ouais, c'était vraiment... mais c'est qui cette entreprise, non? Une entreprise, elle est pour faire de l'argent, elle n'est pas là pour changer le monde. Donc... Il y avait une approche qui était différente et qui était plus... Est-ce qu'on peut dire qui était plus motivationnelle? Est-ce que les personnes qui venaient en disant « Je vais bosser à Progressive Media »,
il venait en se disant, en fait, je vais être étiré, on va m'emmener à un niveau supérieur. Est-ce que tu sentais ça? Même les gens qui postulaient, qui venaient venir bosser avec toi, est-ce clairement, que c'est clairement. Même après qu'on a ouvert et qu'il y avait, c'était pas que des chrétiens, ils venaient pour ça, ils venaient pour changer le monde. Donc c'était, ouais, on a eu c'est une entreprise engagée. Et en fait, c'est qu'avec les années, j'ai pris conscience que notre force, on n'était pas les meilleurs designers, on n'était pas les moins chers, on n'était pas les meilleurs stratèges. Mais par contre, on avait une passion. C'est-à-dire que moi, quand j'étais chez un client, j'avais l'impression que j'avais pris la direction de l'entreprise. Tu vois, je m'habillais mentalement, spirituellement à la place de mon client. Et ça se faisait assez naturellement. Et c'est avec le temps où les clients disaient « Ah, ça fait vraiment du bien quand vous êtes là, vous nous donnez envie. » Je me suis dit, en fait, là, on est avec vous et on est là, on ne va pas renoncer à gagner et on va trouver des moyens de gagner. Alors, est-ce que tu peux dire que la créativité, du coup, quand tu es dans un métier créatif, tu es au service de l'entreprise ou du client que tu accompagnes? Dans le cadre de la prestation de service, oui. Parce que la créativité, c'est quand même un sujet... Parce que souvent, les créatifs, ils sont en mode « Non, mais moi, personne ne va me comprendre, je vois les choses comme ça. » Mais en réalité, quand tu es dans le monde du travail, ta créativité, tu l'exprimes, mais tu es au service de... Il y a deux manières de voir la créativité. Comme tu dis, c'est la créativité au service. Donc, tu es plutôt un artisan. Donc, en fait, tu es là pour servir une vision et tu essayes ou un projet. Et donc, tu essayes de mettre ton service... Et puis ensuite, tu as la créativité presque artistique. Celle-là, elle peut aussi être au service, mais elle est plutôt là pour exprimer une émotion. Et les gens qui te disent ça, en fait, moi, j'aime bien leur dire, vas-y, vis de ton art, puisque tu es un artiste incroyable. Crée, les gens, ils vont acheter. Si c'est si fou, vas-y. Et puis, en fait, je le dis même pas avec mépris, je le dis vraiment avec, si ce que tu as sur ton cœur, c'est tellement bouillonnant que tu n'es même pas capable de rentrer dans un cadre, en fait, et que tu es convaincu de toi, vas-y, mange de ça, fais des œuvres d'art et des vidéos et les gens, ils vont payer pour ça. Et c'est qui les personnes, parce que ta première société, on parle de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en tant que tel. Est-ce que tu avais des personnes qui t'inspiraient, des personnes que tu voyais, qui te permettaient de dire, mais en fait, si lui il peut, moi je peux? Alors, clairement, Éric Sellerier a été pour moi ça a été mon mentor dès le début. Je crois que c'est au bout de 2-3 ans. Je pitchais chez un client. Et il y a ce monsieur... quand on présente un projet devant un client. C'est ça. C'est à Mulhouse, famille Je t'aime, une association familiale. Donc, je suis là pour signer un contrat, en gros. Et juste avant... C'était genre l'AG, un rassemblement des patrons de la sauce. Et là, il y a un monsieur qui est là pour pitcher son ministère. Et c'est Éric Sellerier. Et là, il a son pitch ultime avec une map, comme ça, comme un Google Earth. Et en fait, il parle. Et pendant qu'il parle, il dit pas ce qui se passe. Il y a des points comme ça qui apparaissent. Afghanistan, tel endroit. La map, elle se relève. Réa, Chine, tac. Réa, Congo. Dans un petit village, tac. Et en fait, il parle et puis tu comprends pas, ça se passe derrière lui. Puis à la fin, il dit, voilà, chaque fois qu'il y a un point qui s'affiche, c'est une personne qui vient de faire une prière en disant, j'accepte Jésus dans ma vie. Wow. Et là, et moi, je me souviens d'avoir vu ce gars. Je me suis dit, c'est qui cet homme? Et du coup, je vais le voir à la fin. C'est génial, Eric, ce que vous faites et tout ça et tout. Et puis, je vais m'intéresser à lui. Je découvre qu'il fait le top chrétien. J'en avais un peu entendu parler. Je m'intéresse. Parce que, tu sais, les gens aujourd'hui ne connaissent pas. En tout cas, la nouvelle génération, peu de personnes donnent Éric Sellerier en référence. Alors que moi, c'était une personne, tu vois, qui était parce qu'Éric, il a fait un choix d'obéissance. Il est passé dans l'ombre. Parce que Dieu lui a demandé de tout lâcher, de passer dans l'ombre. Mais et ouais, c'est une personne incroyable. Donc là, je vais le voir. Je m'intéresse à lui. Je le revois. Je vais là-bas. Enfin, vraiment, j'essaye de rentrer dans son monde. Et à un moment, je lui fais une demande officielle. Je lui dis, est-ce que tu veux être mon mentor? Et lui, je m'attends à ce qu'il dise oui. Il dit, je vais réfléchir. J'étais, non. Et du coup, il me laisse poireauter quelques mois. Et il me rappelle, il me dit, j'ai vraiment prié. Je vais vraiment réfléchir. J'ai réfléchi et oui, je suis d'accord. Et donc, il dit, concrètement, je me rends disponible pour toi. Et donc, à partir de là, moi, je me suis collé à lui. Donc lui, il m'a ouvert les chakras.
Mentalement, vraiment, il m'a élargi le cerveau. Et encore maintenant, là, je l'ai vu cette semaine. C'est une des personnes qui m'inspire le plus parce que, il est encore plus frais que moi dans sa tête, quoi. Genre, quand je lui parle, alors qu'il est plus âgé. Il est plus âgé. On voit bien des gens qui ont son âge, ils sont pas comme ça. Lui, à chaque fois, je le vois, comme ça, normalement. Il m'énerve parce que je me dis, il a encore 10 ans d'avance, quoi. Il m'énerve par son intelligence dans le bon sens du terme. Donc lui, après, Hillsong pour moi a été la référence. Moi, j'ai essayé de tout comprendre de ce qui se passait dans Hillsong. Il y a une église ICF. Eux, c'était des Suisses allemands. Ouais, c'est toute la partie germanique. Je suis tombé sur eux une fois. Ils avaient fait une conférence des femmes et une DA incroyable. Pour moi, c'est les meilleurs. Même à l'époque, c'était il y a 10 ans, 10-12 ans, et encore maintenant. Ils étaient presque meilleurs que les Américains en design, en plein de trucs. Moi, je les ai vus, je pensais que c'était des Américains. Non, ils sont encore plus créatifs parce que là où ils étaient fous, c'est qu'ils osaient plus de choses dans l'illustration du message du dimanche. C'est-à-dire que Pasteur, parfois, il faisait du basket et tout, mais il était très bon à illustrer ses propos. Ils étaient très créatifs. Et eux, en fait, eux m'ont très inspiré parce que c'est en Europe, quoi. Donc, le côté suisse-allemand. Mais eux, ils ont des dizaines et des dizaines d'églises. C'est devenu énorme. Aujourd'hui, ils ont une des plus grandes salles de Zurich. Je crois qu'ils ont même la plus grande salle de Zurich. C'est un genre de... Je sais pas, c'est la Samsung... Enfin bon, énorme. Et eux, depuis 12 ans, donc eux, ils m'ont inspiré de fou. Puis j'étais à Strasbourg, Zurich. Donc, de temps en temps, j'allais là-bas. J'ai essayé de m'imprégner. Et ensuite, après, c'est des auteurs par-ci, par-là, aux États-Unis, sur le marketing. Donald Miller, pour ceux qui ne connaissent pas StoryBrand, pour moi, c'est une grande référence. C'est un chrétien qui parle très bien de communication. Je pourrais t'en citer d'autres, mais à l'époque, c'est eux qui m'ont inspiré. Mais c'était pas la mode des entrepreneurs, en fait. Ouais, bien sûr, mais on voit, aujourd'hui, on le voit beaucoup plus sur Internet en tant que tel. Mais moi, je sais qu'à 15 ans, ça n'existait pas. Parce que toi, ça te fait quel âge? Moi, là, j'ai 33. Ouais, on n'est pas si loin. J'ai 33 et j'ai commencé la vidéo à 17 ans. Et tu as commencé dans l'église aussi? J'ai commencé dans l'église. Donc c'est l'église qui a initié la passion. Moi, j'ai commencé tout simplement bêtement, en fait. J'avais des idées de spots, de concepts et tout, et il n'y avait personne pour les faire. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je vais apprendre. Il y avait un Mac, je me rappelle, il y avait un MacBook 14 pouces à l'église. J'avais même pas de Mac à l'époque. Et je faisais des montages de la nuit et le matin, j'allais à l'école. Et je faisais des semaines comme ça et les dimanches, les contenus. Et moi, le dimanche, moi, c'était le 20h. C'était le 20h parce qu'en fait, tu vois tout ce que tu as fait la semaine et tout. Et ça, en fait, j'apporte beaucoup de valeur à, en fait, ces petites choses qu'on fait dans le secret qui, aujourd'hui, plein de personnes disent, mais Kevin, tu as produit telle chose, tu es sur tel projet et tout. Mais j'ai commencé monteur vidéo. Tu vois, j'ai commencé en faisant du montage vidéo, en fait, rien à voir. Et t'as appris comment? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les vidéos YouTube pour apprendre et tout. C'est quoi? T'avais des tutos, des sites? En fait, non, je pense que c'est comme toi, en fait. Alors moi, la première porte avec laquelle j'ai tapé, on rentrait de vacances avec des amis, on était partis en Espagne. Et en fait, on avait filmé comme ça un peu. Et on s'était dit, en fait, ce serait cool qu'au retour, on se fasse une diffusion des vacances. Et c'est comme ça que j'ai commencé à monter ma première timeline de vidéos. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir qu'il y avait ce truc-là. C'est quoi, Movie Maker ou un truc comme ça? Je crois que c'était Filmmaker, je crois, un truc comme ça. Tu vois, on n'était même pas au Adobe. Non. C'était des trucs de vacances, quoi. C'était vraiment un truc comme ça. Donc, c'est pour ça que je valorise vraiment le point de se dire, en fait, il faut commencer avec ce que tu as. Pour les conseils que David a, commencer avec ce que vous avez. Taper à toutes les portes possibles, vraiment ce point-là. Et ensuite, le troisième point, connectez-vous aux personnes qui vous emmènent à une dimension supérieure. Toi, tu as noté Eric Sellerier et d'autres menteurs ou d'autres références. Mais je vois qu'un peu sur le parcours, ça a été les 3 points qui sont importants. Il fait de vous mal, en fait, dans le bon sens du terme, mais là, tu le dis, tu bossais la nuit. En fait, moi, je me souviens, quand j'apprenais le graphisme, mon défi, c'était d'apprendre à rester plusieurs heures concentré sur l'ordinateur. Et je me voyais progresser. Parce que faire un design, au début, 30 minutes, j'en pouvais plus. Rester 1 heure, 2 heures. Et en fait, je voyais que plus je restais, j'étais capable de faire des designs plus stylés. Et c'était des heures de graphisme. Des heures de graphisme. Et du coup, alors là, il y a David
début entrepreneur, tu commences avec ta boîte, avec les personnes autour de toi, donc ça commence à grandir, tu commences à avoir plus de responsabilités. Ouais. Et à côté également, tu as ta vie de famille Ouais. que tu construis. Comment tu arrives à trouver l'équilibre entre le serial entrepreneur ou serial tueur de projet et à côté ta femme, tes enfants? Parce que beaucoup de personnes se disent, parce que moi par exemple, je donne l'exemple, je suis marié aujourd'hui et ma femme m'a raconté l'anecdote, elle me disait, mais tu vois, moi je pensais que quand tu te maries, ensuite tous les soirs tu dors avec ton chéri dans les bras et tout. Et en fait, elle se rendait compte que en fait, moi, le soir, je travaille. La nuit, je travaille. Donc, tu vois, moi, passé minuit, je suis sur mon ordinateur. C'est là que ça... t'es un homme de la nuit, toi. Ah ouais, la nuit des créas. Ah ouais, tu vois. c'est ça. Et la réalité, c'est que la nuit, c'est là que je bosse. En fait, la journée, je suis sur des tâches. Je délègue, je check, je supervise, je valide, tu vois. D'accord. Je passe ma journée à valider des choses. Valider des visuels, valider des DA, valider des vidéos. Je passe la nuit à la journée à valider des choses. Mais là où je crée, c'est la nuit, en fait. Tu dors combien d'heures, toi? Franchement, je dois dormir 5-6 heures. En fait, je dors tard, donc je me lève tard. Ouais. C'est-à-dire que je dors tard. C'est-à-dire que T'as pas de gamin, toi? Ouais, pas encore. Là, tu vas devoir changer. C'est la question que je me suis posée, c'est avec la stature que tu as maintenant sur Progressive Media, comment tu arrives à allier vie de famille et travail? Là, je veux que tu Alors me déjà, dises... je vais réagir à ce que tu dis, c'est que quand j'étais pas marié, je faisais exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'aimais travailler la nuit. Ok. Je me levais tard. Ok. Donc, moi, je commençais ma journée à 11h, quoi. Et ensuite, après, pareil. Donc, et j'ai adoré ça. Dernièrement, je lisais un bouquin avec ma femme qui s'appelle When. C'est les différents profils de sommeil, en fait. T'as l'ours, lui, il se lève à 8h et il se couche à 22h, classique. Par contre, t'as le loup. Le loup, c'est la nuit, en fait. Okay. Vraiment, c'est le moment où il est au pic de sa... Donc, en fait, en gros, je suis clairement un loup. Moi, en fait... moi, j'avais envie de voir ma femme, mais c'est vrai que en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on s'est marié, moi, je me suis marié à 23 ans. Ok. Tu t'es marié jeune. Ouais. À 23 ans, elle, pendant 1 année, 6 mois, 1 an, elle a gardé son travail. Puis après, moi, je lui dis, viens avec moi. Comme ça, en fait, tu m'aides à développer l'entreprise. Et après, quand on a les gamins, toi, tu peux être à la maison le temps qu'ils grandissent. Et donc, elle est venue avec moi. Et là, on était tous les deux à bosser comme des chiens. C'est-à-dire qu'en fait, elle est encore plus grosse bosseuse que moi. Et elle a une capacité de concentration encore plus forte. Donc là, jusqu'à 22h, 23h, elle bossait. Ouais. C'est limite moi qui dis, chérie, vas-y, viens. Donc, en fait, moi, j'ai pas trop été là-dessus, en fait... travailler très, très tard. En fait, quand ça m'a marié, ça s'est un peu apaisé. On était vraiment sur le même rythme. Par contre, quand les enfants sont arrivés, là, c'était un autre game. Mais après, moi, c'était génial, mais j'en ai eu deux d'un coup. Deux d'un coup. Là, en fait, c'est comme si... Je pense que c'était un cadeau de Dieu en disant, en fait, t'as pas le choix. Il faut pas que tu fasses comme si de rien n'était. Et donc là, ça a été un sacrifice énorme parce que moi, j'aimais trop l'ambiance avec mes salariés. On faisait des apéros, des barbecues après. Donc, j'étais très bon à créer une connexion. Et là, en fait, à 17h, je rentrais à la maison, quoi. Ciao, les gars. Ouais. Et là, t'as tout qui se vit sans toi. Et puis, en plus de ça, moi, en fait, tu peux pas bosser le soir. Parce qu'en fait, après, à 6h du matin, t'es réveillé. Et donc, après, ma femme, elle a bien géré. Elle a arrêté de travailler, elle a pris soin. Mais moi, j'avais envie d'être avec elle. Et donc, en fait, là, avoir des enfants, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver pour te structurer. Et là, en fait... Pour t'organiser ou te cadrer, et arrêter de perdre du temps, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, je te donne un exemple. Moi, je passais des heures au téléphone. On se serait connus à cette époque-là. Je te dirais, Kevin, toi, ça va et tout, et ce projet, t'en penses quoi? Et on aurait parlé 45 minutes. Une discussion qui, en 5 minutes, j'avais eu mon info. Mais c'était le kiff, tu vois, j'aimais ça. Tu vois, j'aimais prendre le temps. C'était un vrai plaisir dans la journée. Et puis, c'était comme ça que je faisais aussi des relations. Je nouais des relations, mais je passais beaucoup de temps, en fait, qui était du kiff. Donc, j'avais du plaisir. Mais en fait, à la fin, il n'y avait pas d'argent de cette discussion. Il n'y avait pas un projet. Et donc, à partir de ce moment-là, c'était fini. Donc, en gros, c'est vraiment, je me suis dit, je vais enlever, et ça a été que ça au fil des années, je vais enlever tout l'inutile. Donc, les enfants t'ont permis un peu de
mieux allier ta productivité au travail et ta vie personnelle. Et d'enlever l'inutile. Ok, c'était bien le barbecue et les bières, mais en fait, en gros, si je suis obligé de faire ça pour manager une équipe, en fait, en soi, c'est très immature et c'est pas très efficace, tu vois. Donc là, il fallait que je les manage sans avoir à boire des bières et à toujours à être cool. Donc là, c'est l'apprentissage d'être un leader qui les embarque sans que je sois toujours là. Donc en fait, c'est un énorme apprentissage et c'est dur. Mais après, comment tu... Parce que bon, je pense que le conseil, on va pas dire aux gens, bon, faites des enfants comme ça, vous allez être structuré, mais une clé que tu donnerais à justement un créatif pour avoir... Alors, il n'y a pas une seule méthodologie de travail, mais selon toi, la bonne méthodologie de travail, c'est arriver à trouver son... Eh ben, en fait, le premier truc, c'est que je ferai un audit de mon temps. C'est-à-dire, en gros, il y a des outils comme ça. Tu fais un audit sur 1 ou 2 semaines. Tu sais, c'est comme un petit truc que tu mets sur ton téléphone, sur ton ordi. Et en fait, ça te sort un rapport de qu'est-ce que tu as fait sur ton téléphone, sur ton ordi. Et puis après, quand tu n'es pas sur l'ordi, il te dit qu'avez-vous fait ces 30 dernières minutes. Donc, tu remplis. Et après, tu regardes. Et là, souvent, tu as un effet flash. J'ai passé autant de temps là-dessus, autant de temps là-dessus, autant de temps là-dessus, autant de temps là-dessus. Donc déjà, étape 1, tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Okay. Donc déjà, regarde où va ton temps. Et d'un coup, tu vas prendre conscience que, moi, par exemple, ce que je t'ai raconté, je passais beaucoup de temps au téléphone. Et déjà, souvent, en fait, j'avais du plaisir à parler, ça ne servait pas à grand-chose. Puis j'avais aussi un peu peur d'être mal poli. Et donc, je voulais toujours être très sympa. Moi, j'ai un côté... je pense que je suis né au Cameroun. Mon père, il a ce côté très relationnel. Tu es né au Cameroun? Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit il n'y a pas longtemps. Je suis un niçois. Donc, moi, les relations, c'est comment ça va, on se raconte et ça va durer très longtemps. Donc, déjà, apprendre à dire... salut Kevin, écoute, j'ai pas beaucoup de temps, je t'appelle juste pour savoir le fichier que je t'ai envoyé, tu l'as bien eu. Est-ce que tu peux me faire un retour? Parce que pour la fin de journée... Et en fait, déjà, rien que là, au lieu de parler 45 minutes, on a parlé 3 minutes. Deuxièmement, arrêter de parler 20 heures temps avec les salariés et leur raconter des visions. C'est un truc de fou. Non, là, c'était réduire. Et ça, c'était pas fait d'un coup. C'est vraiment un process qui a été long. Mais en fait, je me rends compte que non, il n'y a pas besoin de passer 20 ans à raconter ma vie et à raconter les projets aux salariés. Enfin, plein de choses comme ça, quoi. Donc, audit, être un peu brutal sur regarder sur les choix que tu fais. Voilà. Et peut-être avoir quelqu'un qui peut avoir ce regard-là en te disant ça, tu peux enlever, ça, tu peux enlever, ça, tu peux enlever. Moi, par exemple, j'ai un ami, je ne sais pas s'il va se reconnaître, et j'espère pas qu'il va se reconnaître quand je vais dire ça. Tous les soirs, il rentre à 20h. Et les quelques fois où je l'entends, il me dit il est un peu il râle ou quoi parce qu'il travaille trop. Je lui dis t'as passé combien d'appels aujourd'hui? Il va me dire que t'as passé combien de temps et combien parmi ces 3 heures de téléphone ont fait avancer le business? Et à chaque fois, il rigole et dit oui, moi en fait, j'aurais tout pu faire ça en 5 minutes. Je lui dis râle pas. C'est juste, il dit oui, mais j'adore ça. Et voilà, donc dans ça, t'as décidé que tu voulais kiffer, donc tu peux pas tout avoir. Ok, très intéressant sur ce point. Donc, on avance toujours un peu dans ton parcours en tant que tel. Pour toi, c'est quoi si on devrait parler des erreurs, parce que je pense que on rencontre plein de personnes, surtout nous qui sommes profil créa, relationnel, on a plein de gens plus ou moins importants, qu'on peut, même si mais je veux dire que tout le monde n'a pas le même réseau. Pour toi, la première question, c'est comment on fait pour développer son réseau et comment on fait pour garder des bonnes relations avec les gens? Alors, et moi, j'aurais un conseil, parce que hier, je rencontrais un jeune très prometteur, et du coup, il m'a posé cette question, du coup, j'ai eu le temps de la formaliser. Première question, alors ça, c'est plutôt pour des jeunes, mais connecter avec les jeunes de votre génération. Ils sont peut-être personne, mais un jour, ils seront quelqu'un. Et moi, j'avais reçu ce conseil-là. C'est en gros, tu as 24 ans, dans 15 ans, ils seront à la tête des organisations. Et là, aujourd'hui, si je peux le dire, mon pote Marcus, il est à la tête de la plus grosse église d'Allemagne. À l'époque, c'était un jeune, mais on avait 23 ans. Je le rencontre, je trouve génial. Je lui dis, je te donne 1 semaine de ma vie et je vais dormir chez lui. Il me dit, vas-y, viens. Ah oui, dormir chez les gens ou les inviter à la maison. Tu vois, Blaise,
Je l'ai connu il y a plus de 10 ans et il est venu à la maison. On était dans la piscine, je me souviens très bien, comme ça, et on rêvait, on discutait. Et il était personne, j'étais personne, en fait. Donc, quand tu es avec des gens qui sont personnes, en fait, tu passes du temps avec des gens, mais des gens passionnés comme toi. Donc, moi, j'ai été un sniper de relations et j'ai bougé. Moi, ça me fait toujours halluciner les gens qui ont des grandes ambitions et qui me disent David, quand tu seras du côté de Nancy, on prendra un café. Je dis mais j'irai jamais à Nancy et même si j'étais à Nancy, je prendrai pas un café avec toi. Si t'es pas capable, si vraiment t'as un truc qui est important, que tu veux, laisse tomber, c'est à toi de faire l'effort. Moi, je raconte souvent cette histoire. Des personnes qui m'a fait le plus avancer dans mon parcours, c'est un pasteur américain, le pasteur du plus gros groupe de jeunes des États-Unis. Il avait peut-être 4000 ados le mercredi après-midi. J'étais un fan absolu de son travail. Je regardais tout depuis la France. Et il y avait une conférence pour les créatifs et les leaders. C'était au fin fond à Tulsa, en Oklahoma. Vraiment, donc, paumé. Et en fait, avec Hélène, on a pris nos billets pour aller là-bas, pour l'entendre 45 minutes. Et moi, je lui avais écrit, j'avais essayé de me faire repérer sur Twitter. Et il m'avait accordé 20 minutes, tu vois. Alors, heureusement, ces 20 minutes sont transformées en 1h30. Puis après, on allait manger chez lui. Et de là, après, j'ai organisé ses tournées, tout ça. Donc, le réseau, il y a plusieurs niveaux. Tu as le réseau des pères, des frères. Donc ça, c'est des gens de ton niveau qui sont passionnés comme toi. Mais il faut de la passion pour connecter avec ces gens. Si tu n'es pas passionné, ça ne sert à rien. Donc, connecte avec tes pères, tes frères d'armes qui sont dans d'autres domaines. Parce que dans 10 ans, dans 20 ans, ils seront à la tête et c'est eux qui vont tout. C'est comme l'école de commerce, c'est le principe des écoles. C'est du réseau, en fait. Tu payes l'école, mais arrêtez, c'est pas la formation que tu payes, c'est le réseau de demain. Ces gars-là, en fait, toi, tu as fait une grande école ? Ouais, j'ai fait l'INSEC à Sud de Pub. C'est ça. Donc, en gros, j'imagine tes potes, ils ont des bons postes. Pas plus tard, hier, j'ai envoyé un message à une amie de Sud de Pub qui a remporté ce qu'on appelle les Lions d'Or. Donc, c'est une compétition de tous les meilleurs publicitaires et tout. Et en fait, on était assistants de prod tous les deux. Bah ouais. Tu vois, et je lui envoie un message, je dis, franchement, et les Lions d'Or, dans le milieu de la pub, c'est un truc incroyable. Tu vois, gagner un César, c'est à Cannes. Bah, c'est ça. C'est fou. Ouais. Cette personne-là, maintenant, si tu la connaissais pas, tu lui écris, elle te snob carrément. Elle dit, mais je connaissais qui, Kevin ? Exactement. C'est un genre de. Voilà. Alors qu'en fait. Elle m'a répondu ce matin dans la nuit. Voilà. Et demain, dans le domaine commercial, dans le domaine. Je sais que je peux compter sur la personne. Ben voilà. Donc, en fait, en gros, c'est conseil 1, c'est créer des relations fortes avec les gens de ta génération et reste pas juste avec ton groupe. Ensuite, pour trouver des gens qui sont plus avancés, j'avais entendu ce conseil que j'ai beaucoup appliqué, c'est il faut que tu les serres. Moi, les personnes qui sont au-dessus de toi, t'es N+1. Et puis, raconte pas ta vie, en fait. Moi, ça me fait toujours halluciner les gens qui viennent me voir et ils me racontent leur vie. Moi, je fais ça, j'ai tout. Je dis, mais en fait, je le dis pas parce que moi, je m'en moque de ce que tu fais. Mais ouais, c'est quoi le... Genre, tu veux apprendre, pose-moi des questions. C'était un pasteur, il disait ça, il me faisait halluciner. Je trouve. Lui, quand les gens venaient lui poser une question, il disait, est-ce que tu as lu mon livre ? Genre, il disait, si la personne avait dit oui, est-ce que tu as suivi mes formations en ligne ? Oui, ok, j'écoute ta question. Sinon, je t'écoute pas. Sinon, je t'écoute pas. Me fais pas perdre de temps. Tu vois ? J'aimais bien ça. Je le ferai pas. Peut-être que je le ferai dans l'avenir, mais j'aime bien cette pensée. Parce que ça, Yvan fait ça aussi. C'est la tendance en ce moment. Quand tu viens pour un point, j'ai besoin de prières, j'ai besoin de conseils. T'as lu le livre ? Mais ouais, parce que t'es déterminé. Et en fait, quand tu fais ça, tu te rends compte qu'il y a peu de gens qui ont vraiment envie d'avancer. Ils veulent un raccourci. Je vois. En tout cas, j'espère que vous prenez ces conseils et ces astuces que David nous donne. Donc, effectivement, alors là, j'ai vu un peu comment tu as allié un peu le travail, la vie aussi perso de famille, et ça te fait grandir. C'est vrai que, alors, moi, de mon impression que j'ai aujourd'hui, je perçois un David un peu plus mature, posé, qui relativise, qui est peut-être moins hard work, mais qui, je crois que j'ai vu un post de toi il y a pas longtemps avec un projet patron pèlerin. J'ai écouté quelques releases. En fait, tu as un peu ce recul ou cette hauteur
aujourd'hui. Donc, ma question, c'est, ça vient d'où? Tu vois, est-ce que c'est l'expérience et autres? Et la deuxième question, on va plus parler un peu d'avenir et comment tu vois aujourd'hui, avec le développement des IA, des nouvelles technologies, l'explosion aussi des églises, un peu. Mais je reviens un peu ce côté auteur que tu as aujourd'hui. Est-ce que c'est bon, j'ai fait mes galons et je suis plus dans la transmission? D'où vient un peu cette hauteur aujourd'hui? Tu parles hauteur de vue? Hauteur de vue, et puis je sais pas, on dirait que tu relativises plus. J'ai géré une agence, il y avait 50 salariés. Et à côté de ça, je gérais aussi la boîte d'Hélène où il y avait une dizaine de salariés. Okay. Donc sur les Fabuleuses, voilà. employés. Et donc, en fait, c'est éprouvant. En fait, le milieu de l'agence, c'est comment dire, c'est éprouvant, je peux te le dire. Et voilà, c'est éprouvant et c'est une des meilleures formations professionnelles parce qu'en fait, je sais pas, c'est 600, 700 projets. Donc en fait, la gymnastique mentale, en fait, quand t'es plombier, t'es plombier. Quand t'es les métiers que tu fais, t'as une heure de début et t'as une heure de fin. Et puis même, tu travailles dans ton secteur. L'agence, en fait, moi, j'ai travaillé pour tellement de projets, je suis obligé de rentrer et comprendre les problèmes. C'est comme si j'avais analysé 600 types d'entreprises différentes. Donc c'est éprouvant, c'est pas du tout le meilleur business model. Mais d'ailleurs, c'est un des meilleurs business models quand t'es pauvre et qu'en fait, t'as pas de moyens. C'est génial parce qu'en fait, c'est un ascenseur social. Donc, j'avais pas le choix. Moi, j'avais pas d'argent, donc il fallait que je trouve un moyen. Mais par contre, c'est éprouvant. À bout de 15 ans, j'ai pris la décision de transmettre en me disant, je sais pas vraiment où je vais, mais je vais me flinguer la santé à ce rythme-là. Donc, moi, j'avais aussi une prise de conscience de me dire, j'ai atteint mes galons, j'ai fait mes preuves. Maintenant, j'arrête. Parce que je vais me flinguer. Moi, j'ai vraiment la santé, le sommeil. En fait, j'avais 2 priorités. C'était ma famille et l'entreprise. Mais moi, je me suis vraiment mis de côté. C'est pour ça, quand tu parles de sommeil, le sommeil, c'est le numéro 1. Parce que quand le sommeil ne va pas, tu prends du poids, tu manges mal. Et après, tu as plein d'autres... le mot vie, c'est trop fort, mais tu as plein d'autres tentations ou béquilles émotionnelles qui commencent à intervenir. Donc, en fait, moi, c'était... Je voulais comme un peu, tu vois, un sportif, il se remet à niveau. Là, spirituellement et humainement, je voulais me remettre à niveau. Et je savais qu'il y avait quelque chose d'autre. J'ai un des premiers mentors que j'ai eu, il me disait, le jour où tous les clients que tu rencontres, tu commences à raconter la même chose et parler de ta vision, au lieu d'écouter la leur, c'est qu'en fait, il faut que tu arrêtes d'être prestataire. Et moi, je sentais de l'usure, parce que je présentais des projets, c'était souvent la même stratégie, et je sentais qu'en fait, j'essayais de caler un truc que je trouvais important, au lieu de vraiment écouter. Donc pour moi, c'était à la fin d'une saison, dire, OK, j'ai fait mes preuves, et en fait, cette vision-là, il est peut-être temps que je passe à autre chose. Et donc, du coup, là, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Ma priorité, ça a été de vraiment avoir un équilibre de vie qui me permet d'être beaucoup plus efficace. Mais je peux me le permettre parce que il y a une stabilité financière, relationnelle. J'ai fait mes preuves. Ouais. J'ai une prof qui me disait ça. Elle disait que de 18 jusqu'à tes 27 ans, en France, c'est là où tu tentais des choses. C'est là où on te fait confiance. C'est là où tu dois montrer ce que tu vaux. Et ensuite, elle disait, passé 27 ans, en fait, on va s'appuyer par rapport à ce que tu as déjà fait. C'est-à-dire que là, on va plus vouloir te donner de nouvelles choses, on va s'appuyer sur ce que tu as déjà fait. Et passé 30, 33 ans, en fait, la stature, le train de vie que tu as, en fait, il va rester à son équilibre. En fait, tu n'auras plus besoin de prouver. Et voilà, donc c'est dans ce que tu me dis. Dit autrement, c'est un ami entrepreneur, lui, qui a super bien réussi. Et il a fait sa dernière boîte, elle faisait plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Et il a tout vendu. Et je lui dis, mais tu fais quoi là aujourd'hui? Il me dit, mais tu sais, c'est comme les footballeurs. Tu gagnes la Coupe du Monde. Et après, tu racontes à tout le monde que tu as fait la Coupe du Monde le restant de ta vie, quoi. Tu vois, et tu vis là-dessus. Et j'aimais bien cette image, tu vois. C'est ça y est. En fait, pour moi, je vais me relancer. Donc, je vais pas rester sur mes lauriers. Je suis en train de me préparer à des trucs. Mais en fait, l'avantage, c'est que les portes, elles sont ouvertes. C'est le premier conseil qu'Éric Sellerier m'a donné.
Il m'a dit, fais un succès, le deuxième sera plus facile, le troisième encore plus facile. Et au lieu de t'éparpiller, fais-en un, tu le cartonnes, et après tu racontes à tout le monde que tu l'as fait pour préparer le deuxième. Aujourd'hui, en 17 ans, j'ai fait beaucoup de projets qui me donnent une crédibilité, mais il ne faut pas non plus que je me repose trop longtemps dessus, mais je pourrais. Tu vois, là, aujourd'hui, je pourrais être consultant. Je pense que je triple ma rémunération de ce que j'avais avant, parce que du coup, mes heures, je peux les vendre très cher. Donc oui, je peux me reposer. J'ai gagné une Coupe du Monde. Je peux me... Mais il y a ce mindset-là qui rattrape de se dire il faut encore Non, j'ai envie de gagner une deuxième coupe planétaire. Planétaire. Et c'est quoi ton regard aujourd'hui sur l'innovation ? Tu vois, nous, on a commencé, on n'avait pas les IA, on n'avait pas ChatGPT, on n'avait pas Canva, on n'avait pas Photoshop version IA où il fallait découper au pinceau, tu voulais faire tu voulais détourer une image, ça te prenait la journée. Aujourd'hui, tu mets 2 clics. C'est quoi aujourd'hui ton regard sur l'innovation et les nouvelles technologies en tant que créatif ? Moi, je pense que ça va être très, très dur. C'est-à-dire qu'en gros, là, je pense que 95% du métier va se faire balayer, moi je crois. Wow. Je pense que ça servira plus à rien, en fait. Mais est-ce que c'est les personnes qui vont se faire balayer ou c'est les personnes qui n'utilisent pas ces outils qui vont se faire balayer ? Je pense qu'il y a très peu qui vont y rester. Parce qu'en fait, il y a deux niveaux. Tu as la technicité, donc le montage, le graphisme, l'illustration. Dans les faits, tous les gens de ces métiers-là, il y en a très peu qui ont vraiment des idées. Ils vont copier. Donc, ils ne sont pas meilleurs qu'une IA. Et c'est même pas qu'ils ne savent pas servir d'une IA, c'est qu'ils n'ont pas d'idée, donc ils ne savent pas quoi dire à l'IA. Donc, ça sera le problème. Donc, en fait, ils seront au même niveau que le client. En fait, alors oui, il mélange, mais en fait, le client, il fera le même brief que s'il le faisait à un infographiste. Et en fait, il n'aura plus besoin. Quelqu'un m'a dit les métiers de demain, ça sera des prompteurs. Voilà. Mais c'est quoi ? C'est les gens qui ont les idées. Donc, les gens qui ont les idées, eux, ils n'ont aucun souci. Mais qui ont des bonnes idées, tu vois. Donc, il y a les métiers. Et ensuite, pour moi, il y a un autre paramètre. C'est Gary Vee. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Qui ça ? Gary Vee, c'est un Américain. C'est vraiment celui qui a toujours 10 ans d'avance sur les tendances. Ça fait depuis toujours qu'il prédit le futur. C'est un genre de futurologue des réseaux sociaux. Et lui, il dit l'avenir, c'est le mélange entre Disney et les influenceurs. C'est-à-dire que, et on le voit déjà, c'est qu'en gros, les nouveaux influenceurs, ça va être, je ne sais pas, un elfe qui fait de la diététique. Donc, en fait, là, on n'aura plus besoin d'être dans ce studio. Tu vas créer un elfe, tu vois, genre comme le Seigneur des Anneaux. Un elfe, il s'appellera, je sais pas quoi, Rikiki. Et il sera là en vidéo. Tu lui diras, tu es un elfe, tu designs le personnage. Et après, il fera des vidéos. Alors, aujourd'hui, votre recette, salade, nanana. Et en fait, les gens utilisent des avatars. Toi et moi, on créera plein de personnages. Il y aura des pasteurs... pirates, tu vois, il sera déguisé en pirate. Donc en fait, tu auras du divertissement, plus de l'éducation, plus de l'enseignement, mais les gars, ils seront à un niveau lunaire. Ils seront à un niveau lunaire. Et en fait, on n'aura plus besoin de studio, quoi, parce qu'en fait, ce sera incroyable. Donc j'ai vu les trucs de VO3, je sais pas si tu avais des extraits vidéo de VO3. Mais tu vois, là encore une fois, Eric, il m'a explosé la tête. Il me montre comment on a écrit des chants de louanges. Ça nous a duré 5 minutes. On a écrit avec ChatGPT des paroles, on l'a mis dans une IA qui crée des musiques. Je lui donnais un peu tribal, un peu style pop. On était là, je l'écoute depuis 3 jours. J'ai l'impression qu'on a fait un tube. Mais je veux dire, voilà, c'est que demain, les IA, elles seront meilleures même que des podcasteurs. Donc en fait, tout le métier de la créativité et et encore maintenant, aujourd'hui, elle copie, elle ne crée pas. Donc, tous les gens qui ont des idées, eux, ils vont s'éclater. Mais en réalité, c'est un tout petit pourcentage. Moi, je crois, comment je vois l'avenir, moi, je veux faire un gros pas de côté. Je crois qu'en fait, moi, je vais plutôt aller sur des retraites. En gros, ce qu'on appelle le tourisme spirituel. D'accord. Je crois que l'avenir, c'est que les gens, ils vont déjà très mal. J'ai entendu ça, des gens, des fois, qui vont au Sahara, à Dubaï, dans le désert, faire des retraites de 3 ou ils vont jours. à Bali, ou des choses comme ça. Il y a une énorme demande. Tu tapes yoga retreat sur Google, tu vois,
c'est que des événements, c'est dingue. Donc moi, je crois que l'avenir, il est dans créer des espaces de rencontres. En fait, tu vois, toute la génération qui vient, elle est complètement détraquée. Elle passe près de 6 heures par jour sur les téléphones. Elle est dans un niveau de déconnexion mentale, émotionnelle. Enfin, c'est lunaire aujourd'hui. C'est une hécatombe. En fait, en gros, il faut juste se dire que le monde, il va mal à une puissance 1000 et c'est que le début. Parce que là, maintenant, on va accélérer. Le taux de chômage, il va exploser. En fait, on va dans le mur. Et donc, pour moi, en fait, il faut faire un pas de côté puissant. Comme à l'époque, j'ai monté une agence, personne faisait du digital. Et donc, c'était hyper innovant. Bah là, si je vais avoir 10 ans d'avance, tout le monde se dit, je vais dans l'IA, je vais être un prompteur. Alors oui, je m'y mets parce que j'ai envie. Mais moi, pas de côté, je vais aller prendre tous ceux qui seront en train de cramer devant des ordis et qui diront stop, ce monde, j'en veux plus. On va déconnecter. Et là, en fait, je dois trouver, donc c'est ce on est en train de réfléchir, c'est des espaces où en fait tu reviens à la vie normale, en fait, où tu rencontres d'autres personnes, tu reconnais ce tu sors. Tu dis bonjour à quelqu'un. Voilà, tu te poses le soir, tranquille, sans stress et tout, il n'y a plus de téléphone et tu parles et tu es dans la nature. Et je pense que c'est ça que les gens ils vont rechercher. Le tourisme spirituel, il a explosé. Déjà, il y a 6 ans, je le voyais, il y avait des stats du syndicat du tourisme qui disaient que ça explose, mais là, ça va exploser encore plus. En tout cas, pendant que tu me parlais, il y avait un passage là dans Jacques 3, 17 qui me parlait, qui disait « La sagesse d'en haut est pure ». Et en fait, je sens qu'on est dans une phase où aussi les gens ont envie de se rapprocher du Seigneur en disant « Mais il y a les technologies, il y a les médias, il y a le digital, etc. Mais il y a une sagesse supérieure que j'ai besoin de recevoir pour mener mon train de vie, en fait. » Tu vois, pour être en adéquation avec moi-même. Et ce que tu me dis, ça me parle beaucoup. Ils vont mal, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que comment dire, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai travaillé pour beaucoup de gourous du marketing en ligne qui ont vendu des millions d'euros de formation en ligne. En fait, les call to action, c'est toujours les mêmes. C'est t'as du mal à dormir, tu prends des antidépresseurs. En fait, si tu fais un bilan des stress à des gens, ils vont vraiment mal. Comment dire, les capteurs, il y a tout qui va mal. Moi, je voyais rien que les salariés, les jeunes générations que je recrutais, et aucune capacité d'encaisser, très lent, très émotionnel, des crises. Donc, il y avait très peu de puissance. Donc, en fait, on peut le juger, mais en fait, c'est surtout que c'est des générations sacrifiées. Donc, en gros, il y a un moment, ils vont se dire, mais attends, l'IA, elle m'a pris mon boulot, je ne sais pas quoi faire d'autre. Et ben, en fait, ils vont avoir besoin d'espace pour pleurer un peu et puis se relever. Ouais, en tout cas, très intéressant. C'est bien Merci David, c'est bien d'avoir ce recul-là, parce que c'est vrai qu'on aurait pu dire... un créatif va nous dire oui, non, c'est l'avenir, mais t'es allé à contre-courant, comme tu l'as dit, comme il y a 10 ans, et arriver à créer des safe places spirituels. Et puis je pense qu'il faut trouver des spots. Moi, j'aime trop du côté de Bordeaux, dans les Landes. Il y a toute une zone où c'est tous les hippies allemands qui ont débarqué, mais il y a genre 20-30 ans. Il n'y avait personne là-bas. Ils ont acheté des terrains, ils ont des campings énormes. C'est encore des hippies. Mais ils ont acheté devant les plages et tout des lieux de fous, tu vois. Ils font des retraites véganes et tout, donc c'est des hippies. Moi, je rêverais de trouver, je sais pas, en Afrique, dans les pays, des zones, des chambres hautes. Tu vois, des zones de fous. Les gens, ils ont envie de venir. Et en fait, moi, je suis très inspiré par les gros mouvements. Et un des gros mouvements, c'était les hippies. Ça a été une vague qui a déferlé sur le monde. Les gens, ils ont changé de vie. Ils ont été radicaux. Ils ont acheté des terrains. Ils ont commencé à cultiver. Ils ont complètement tout changé. Moi, je crois qu'on va aller vers ça. C'est-à-dire que les gens vont quitter les ordis, pas tous, hein, une partie, ils vont chercher d'autres alternatives. Et donc là, nous, en fait, déjà, ils le font déjà, tous les gens qui sont dans la méditation, la sophrologie, ils le font déjà, ils achètent des énormes terrains, ils créent des centres, ils achètent des châteaux, ils le font déjà. Et c'est rempli, il y a un business énorme. Donc moi, j'ai envie, en tant que chrétien, et il y a plein de monastères qui existent, mais moi, j'aimerais bien créer des zones. Des retraites spirituelles où tu viens et tu il faut choper des terrains dans des zones que les gens... je sais pas si en Afrique ou quoi, il y a des zones de fous à aller chercher, mais il faut y aller, il faut acheter ces zones-là et faire des grands complexes de fous. Pasteur Yvan fait ça fin juillet, 4 jours. En fait, il a eu l'idée d'avoir 4 jours chambre haute. Génial. Dans un lieu où tu pries, tu jeûnes, tu es en communion, tu découvres Donc ça, il a trop raison. C'est en lien avec ce que tu dis. C'est ça que les gens ils vont chercher. En tout cas, c'était un plaisir. Plaisir partagé. David, donc avant de se quitter, est-ce que tu as une citation
qui te caractérise ou bien qui te parle, que tu voudrais partager dans ce podcast? J'en ai 2. Ok. Par rapport aux 2 phases qu'on a parlé. On a parlé de la phase excitée de ma vie. Ok. Et là, c'est sois fidèle dans les petites choses et on t'en confiera des plus grandes. Donc ça a été vraiment mon endurance parce que je suis pas quelqu'un des petites choses. Moi, j'aime bien les grandes visions. Et puis la deuxième, plutôt dans cette nouvelle saison et qui m'a accompagné ces dernières années, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a tout qui nous excite, qui nous pousse à réagir vite, à intervenir. Et notre enjeu, il va être toujours de réussir à retrouver notre calme, retrouver notre confiance. C'est ça qui nous permettra de traverser les différentes épreuves qu'on a. Amen, amen. En tout cas, on ressent ces paroles. Et je t'ai pas posé la question au début. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Alors, à la base, je suis café, mais je me Les gens qui disent je suis café, mais tu sais... Ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, on culpabilise, parce qu'il y a tellement de contenu sur les réseaux sociaux nous disant que le café, c'est pas bon. Tu vois, bientôt, il y aura plein de contenu thé, c'est pas bon. Donc, je dirais en ce moment, je suis thé. Infusion. Enfin, tu sais, je me fais mon petit thé infusé. Avec... Voilà. Ok. En tout cas, David, c'était un plaisir. C'était un plaisir de se revoir dans ce podcast. Et vous tous qui avez suivi le contenu, on se retrouve très prochainement. Et la Nuit des Créas, c'est ça, un temps au calme où on échange avec des créatifs. En tout cas, moi, depuis longtemps, je voulais faire ça. Et quand tu m'as dit que tu étais de passage, j'ai dit non, David, il faut qu'on puisse échanger. Et ça montre également ton côté généreux à connecter avec les gens et garder de bonnes relations. Donc, on applique également ce conseil au quotidien. En tout cas, on a passé un excellent moment. J'espère que tu as passé un excellent moment aussi. Ok, et on se retrouve très prochainement pour la Nuit des Créas.